Salut tout le monde, aujourd'hui test du Fujifilm X106, garantie zéro hype. Il y a tellement de choses qui ont déjà été dites autour de cet appareil. Je reviendrai d'ailleurs pas sur toute la présentation du boîtier puisque je l'ai déjà faite dans la première vidéo. On connaît tous l'histoire de la photo. Les 10 dernières années, les appareils ont été remplacés par des smartphones avec une chute de vente évidemment des vrais appareils. La question que je me pose c'est finalement, est-ce que ce X106 c'est pas le premier boîtier à pouvoir commencer à reséduire un public plus large que les appareils qui se destinent aujourd'hui plus qu'à une certaine niche de photographes. On vit à une époque où le design des choses est primordial et il faut le dire, nos appareils de manière générale sont assez moches. Le X106, c'est un design vintage élégant qui est peut-être rassurant aussi par le nombre de boutons qui est limité dessus. Pourtant, on a une ergonomie expert à la Fuji avec une molette pour la vitesse, une molette pour les ISO et une bague pour changer l'ouverture. Et en tant que boîtier compact, il n'y a pas besoin de choisir quel objectif vous allez mettre dessus puisque en fait, exactement comme pour un smartphone, vous en avez qu'un et vous allez vous débrouiller avec pour tout faire. Et Fujifilm a rendu l'objectif aussi compact que possible puisque vous disposez d'un 35 mm f2. Alors c'est idéal pour la photo de rue, c'est idéal en fait pour la photo du quotidien et même pour la photo de portrait. Son côté design vintage fait que les gens, ils se méfient pas trop de ce boîtier-là dans la rue. On est discret et c'est un bonheur clairement à utiliser en photo de rue. Et j'avais envie de commencer ce test en regardant des photos, donc des photos de rue, puisque je pense que c'est avant tout ce à quoi il se destine cet appareil-là, photographier votre quotidien, que ce soit vos proches, vos amis ou des scènes cocasses du quotidien. Évidemment, ici, on est sur la simulation de film Provia, c'est-à-dire la simulation de film standard proposée par Fujifilm. La simulation de film, c'est en fait le rendu de votre photo. Contrairement à beaucoup d'autres appareils, Fujifilm travaille énormément son rendu de façon à ce que vous ayez la meilleure image dès la prise de vue. Vous pouvez directement la partager, on n'a pas besoin de retravailler ça sur l'ordinateur. Donc ici, c'est le rendu standard, mais la force de ce boîtier-là, c'est qu'à tout moment, vous allez pouvoir changer le rendu de votre photo. En l'occurrence, avec ce X106, on a la dernière simulation de film proposée par Fujifilm qui s'appelle Reala Ace. Une de ses caractéristiques, c'est de vous proposer un énorme contraste avec des noirs très noirs et des blancs qui sont très blancs. Et une reproduction des couleurs qui est assez fidèle. Et franchement, c'est vrai que sur la photo de rue, je trouve que ça marche extrêmement bien. Donc, moi, j'ai testé, vous voyez, on voit tout de suite un gros contraste. La luminosité est vraiment extrêmement présente à chaque fois qu'on regarde des photos avec Reala Ace. Ce qui est cool, c'est que voilà, sur le terrain, on teste un peu ces différentes simulations de films, on se dit laquelle convient le mieux à la scène, et en fait, finalement, c'est de la photo un peu plus posée, comme on va en parler après, mais évidemment, on n'est pas obligé de faire de la couleur, on a aussi une simulation de film qui s'appelle Across, qui est là pour vous permettre de vous proposer un excellent noir et blanc qui est très contrasté et qui est aussi assez coté sur le marché, et là clairement on se régale. Si vous aimez le noir et blanc, c'est vrai que vous avez la possibilité, si vous en avez envie, de le paramétrer. On peut jouer avec les ombres, on peut jouer avec les tonalités. Bref, tout ça pour dire que si votre truc c'est le noir et blanc, on est aussi sur un boîtier qui fait des excellents noirs et blancs. Et pour vous illustrer aussi le truc, on peut avoir des couleurs vintage. Ici, il y a le Classic Chrome qui est extrêmement connu chez Fujifilm, qui vous permet d'avoir des couleurs qui sont moins saturées et un rendu qui fait un peu plus vintage que le rendu classique. Et comme tous les compacts experts, on peut jouer avec la compensation d'exposition. Ici, si vous voulez exposer pour l'intérieur de l'église ou surtout pour les vitraux, vous pouvez jouer évidemment sur tout ça. Donc Classic Chrome, c'est une valeur sûre de chez Fujifilm qu'on a évidemment ici. Bon, je vous le disais, Reala Ace, c'est un peu la nouvelle simulation de film. Si vous prenez la photo ici avec un smartphone ou ici avec Provia, c'est la photo que vous allez avoir. Si vous basculez sur la nouvelle simulation de film Reala Ace, vous avez un rendu qui est beaucoup plus lumineux, qui est vraiment extrêmement différent. Et ces rendus-là, que ce soit en paysage ou que ce soit en portrait, vous allez pouvoir jouer avec. Donc il y en a 14. Le Provia, c'est le standard. Le Velvia, ça vous permet de saturer plus les couleurs. Le Astia, c'est le jaune qui va principalement être modifié. Regardez ici le bâtiment qui est jaune. Lorsque je passe en Astia, il est un peu moins coloré. Ensuite, on a le Classic Chrome, regardez, où on a des couleurs beaucoup moins saturées. On a un look qui est vraiment vintage. Le Reala Ace, qui va vous permettre de travailler principalement sur le contraste et une reproduction des couleurs plus fidèle.
Le ProNeg qui vous permet d'avoir énormément de contraste dans votre image. Il y a plusieurs types de ProNeg à votre disposition. Le classique négatif qui lui aussi vient jouer vraiment sur tout ce qui est vintage, comme tout ce qui est classique dans le Fujifilm. Le nostalgie négative qui lui aussi joue sur le côté vintage. Le Eterna qui est très bien pour la vidéo avec une saturation des couleurs assez minime mais quand même présente. Le Eterna Bleach Bypass qui, comme son nom l'indique, alors là c'est comme si vous êtes passé à la Javel au niveau de votre photo. Le Acros pour le noir et blanc. Puis vous avez aussi le monochrome, même s'il est toujours moins prestigieux que le Acros. Et le sépia. Donc ces 14 simulations de film, elles sont là pour vous permettre, dès la prise de vue, de vous dire « Ah, est-ce que je veux que ma photo elle ressemble plutôt à ça ou plutôt à ça ?» Et vous allez pouvoir en basculer très facilement. Et ça a un impact sur n'importe quel type de photo, comme ici en portrait. Regardez, je vous l'ai fait défiler. Vous avez la simulation de film qui apparaît dans le nom de la photo en bas de l'image. Vous voyez à quel point le contraste change, la manière de gérer les détails change, la manière de rendre les couleurs change. Et ça, c'est clair que vous allez prendre le temps pour faire ça, mais la photo, dès que vous l'avez prise, finalement, elle est terminée. Bref, le X106, c'est un boîtier compact sans véritable concurrent sur le marché, allié à un look et à une ergonomie pour reprendre le goût de faire des photos. J'ai le sentiment, moi, que tester point par point les performances techniques, c'est pas l'essentiel ici, mais que les clients visés s'attardent pas forcément sur tout ça. Mais bon, c'est un peu ma marque de fabrique, donc on va quand même faire tous ces tests-là. L'objectif n'a pas changé sur cette 6e génération. La question qu'on pouvait se poser, c'est est-ce qu'il tient les 40 millions de pixels? Et de prime abord, j'aurais plutôt répondu non. La photo à f2, je trouve qu'elle manque légèrement de piqué, qu'on retrouve pleinement d'ailleurs à f2.8 et que le meilleur piqué est atteint à f5.6. Sauf qu'en fait, c'est pas vraiment toute l'histoire. Un truc à comprendre avec ce X106, c'est qu'il s'agit d'un compact expert. Assez pointu et technique à utiliser. Expert. C'est pas un smartphone, quoi. Exemple, l'obturateur mécanique, il faut le savoir, est limité à 1/2 millième de seconde maximum à f2. C'est-à-dire que si vous voulez une vitesse, par exemple, de 1/4 millième de seconde, c'est disponible uniquement après f4. Et on se retrouve donc à passer en obturation électronique, car en pleine journée, on est surex, 1/2 millième f2, on est surex à tous les coups en pleine journée. Sauf qu'ici, avec un capteur de 40 millions de pixels, l'obturateur électronique, on a quand même beaucoup de rolling shutter. En l'occurrence, cette photo ici, avec un piqué moindre à f2, est prise avec l'obturateur électronique et le piqué n'est pas incroyable. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais j'avais exactement le même phénomène sur le X105 que je testais en même temps. Et en fait, Fujifilm, évidemment, vous propose une solution puisque vous pouvez activer le filtre ND 4 stop qui lui permet de revenir à la vitesse de 1/2 millième à f2 en obturateur mécanique. Et là, si vous prenez la photo, magie, on a un piqué à f2 sur 40 millions de pixels qui est très bon. Par rapport au X105, on a plus de détails. C'est indéniable grâce au capteur de 40 millions de pixels qui fait son boulot. Mais forcément, le revers de la médaille, c'est la montée en ISO. Il n'y a aucun problème à ISO 800. On commence un peu quand même à sentir le bruit à ISO 3200. Et pour moi, la limite acceptable, c'est ISO 6400. À 12800 ISO, il faudra passer probablement dans un logiciel de réduction du bruit pour avoir un résultat 100% utilisable. Par rapport au X105, c'est quand même un stop moins bien. Je trouve qu'on voit nettement la différence avec plus de détails, mais aussi plus de bruit. Si on cherche à mesurer ça, on a un X106 à 6400 ISO qui est équivalent au bruit qu'on avait avec le X105 à 12800 ISO. 40 millions de pixels, ça permet de profiter des téléconvertisseurs numériques. Donc concrètement, sur le terrain, vous pouvez passer d'un équivalent 35 mm à un équivalent 50 mm et vous gardez quand même des photos de 20 millions de pixels. Mais vous pouvez aussi avoir un équivalent 70 mm et là vous avez 10 millions de pixels. Donc dans cette histoire d'avoir un boîtier le plus polyvalent possible et de shooter en JPEG, ça vous offre une option pour obtenir la photo finale dès la prise de vue. Donc c'est vraiment un atout de ce X106. L'autre grosse nouveauté, c'est qu'on a la stabilisation et ça marche très bien. Avec l'ancienne génération, la limite pour obtenir une photo nette à main levée, c'est 1/8 de seconde, d'après mes tests. Avec ce X106, franchement, on n'a aucun problème. À 1/4 et même à 1/2 seconde, et même
À 1 seconde, à main levée, j'ai 20% des photos nettes et c'est des performances qui sont réellement excellentes. Et dans la vraie vie, en fait, ça ouvre la possibilité à faire des poses longues à main levée. Et pour le coup, c'est une option que je trouve séduisante, c'est-à-dire que vous allez pouvoir jouer, pourquoi pas, avec le mouvement de l'eau, ou même faire des pauses longues avec des voitures, ou pouvoir faire des pauses longues tout simplement pour diminuer le bruit et faire entrer plus de lumière. Donc clairement, grâce à cette stabilisation, on est beaucoup plus polyvalent avec le X106. Niveau autofocus, maintenant, on récupère toutes les dernières technologies de chez Fujifilm, avec notamment la reconnaissance de tous les types de sujets. Moi, je continue quand même de pester d'avoir le sujet humain dans un second menu. Mais bref, sur le terrain, la détection, franchement, marche très bien. Les petits carrés suivent bien. Quand on regarde les photos sont très bien. La majorité des photos sont très bien lorsqu'on compte sur cet autofocus-là. Pour autant, c'est pas toujours parfait. Et franchement, j'ai eu quand même quelques loupés. Des fois où on se dit, mais qu'est-ce qui faisait l'autofocus à ce moment-là? Là, c'est pareil, le sujet, il est quand même nettement devant moi. Visiblement, la mise au point, elle se fait ici. Donc, clairement, on reste sur l'autofocus Fujifilm que personnellement je connais bien, qui est très très bon, qui fait bien le taf, mais il a toujours des loupés et il y a toujours des moments où ouais, on se dit mince, pourquoi il m'a loupé cette photo-là? Et sur les tests classiques d'une marche, on se rend bien compte qu'au début, ça pose aucun problème, mais après, un peu rapidement finalement, quand le sujet s'avance, ouais, on voit que ça décroche un peu. Ici, sur toute la fin, quasiment toutes les photos sont floues. Et même au milieu, on a de temps en temps un ou deux loupés. Donc un autofocus qui, la détection m'a vraiment gros bond en avant sur la détection. Il détecte bien les sujets, il les garde bien. Le suivi aussi se fait extrêmement bien. Pour autant, est-ce que cet objectif-là, puisque là on parle bien de l'objectif, il n'y a pas que les algorithmes autofocus, est-ce que l'objectif est capable d'aller aussi vite que les algorithmes lui demandent? Moi, je peux en douter un peu. On entend en plus un peu de bruit sur cet autofocus-là. Donc, je pense que c'est l'autofocus de l'objectif qui limite peut-être par moment le boîtier. Moi, je ne suis pas convaincu que ça soit un boîtier qui soit axé sur le sport. Donc, pour moi, c'est pas grave du tout. Mais c'est quand même à savoir selon ce que vous avez prévu de faire avec. Moi, en tout cas, sur le terrain, franchement, ça ne m'a pas limité. Concrètement, c'est pas mal cet autofocus, mais c'est pas non plus incroyable. D'autant que niveau rafale, voilà, Fujifilm s'en tient à un port limité aux cartes SD UHS-1, donc des cartes qui sont lentes, alors qu'ils ont augmenté la résolution à 40 millions de pixels, ce qui est quand même pas très logique. Et en fait, on se rend vite compte que la rafale, elle est à peine commencée, qu'elle est complètement terminée, que ça met longtemps à écrire les photos. Pour moi, les rafales les plus rapides proposées par ce boîtier sont trop courtes pour être vraiment utilisées. À l'usage, sur le terrain, j'ai préféré m'en tenir à une rafale à 5 ou 6 images par seconde, ce qui est déjà très bien, franchement, pour le type de sujet fait avec ce boîtier-là. Et moi, personnellement, je me suis senti à l'aise avec ce type de rafale-là, mais c'est sûr que si vous rêviez des vitesses les plus fortes proposées par ce boîtier-là, ouais, attention quand même, il y a des limitations. Petit rappel, on a un objectif qui fait la mise au point des 10 cm. C'est pas de la macro, mais c'est plus polyvalent qu'un objectif traditionnel. Ça permet de s'amuser avec les sujets. Allez, petite pause dans la vidéo pour vous indiquer que Fuji n'a pas sponsorisé la vidéo, ni même prêté le boîtier. Vous pouvez soutenir mon travail en achetant chez ipln.fr. Vous mettez le code créateur Damien lorsque vous êtes dans le panier. Moi, ça m'aide énormément à faire ce type de vidéo. Allez, on parle vidéo maintenant, un peu comme pour la partie photo. Les choses ne sont pas si simples à utiliser et un peu techniques. Donc, on a deux qualités de 4K. Une 4K dite standard et une autre 4K dite haute qualité. On voit quand même bien la différence entre les deux types de 4K. La 4K haute qualité est meilleure que la 4K que proposait le X105. Mais par contre, la 4K entre guillemets standard du X106 est quand même nettement moins bonne que la qualité standard qu'on avait sur le X105. Le X106, il va plus loin que la 4K puisque vous pouvez faire de la 6K avec. Donc encore une meilleure qualité de la vidéo et on voit plus de détails. Et on a aussi de la 4K 50 pour vous faire des ralentis 2 fois. Donc on a un boîtier qui est bien plus polyvalent que ce qu'était l'ancienne génération en vidéo. Niveau autofocus, oui, c'est bien meilleur. La détection est bien meilleure que celle qu'avait le X105. Mais voilà, c'est comme en photo, c'est pas parfait non plus. J'ai noté des pompages et certaines lenteurs, principalement dues à l'objectif, je pense. Comme en photo, voilà, on a une montée en ISO qui en prend un coup. On sent bien la différence à ISO 6400.
et à 12800 ISO. Vraiment, là pour le coup, c'est pas très compliqué de voir la différence. Mais il faut quand même raison garder, hein. Quand on regarde les vidéos à taille normale, sans zoomer à 400%, on ne voit pas tant de différence que ça. C'est pas non plus quelque chose qui est complètement rédhibitoire. Par contre, ce qui fait vraiment la différence, c'est la stabilisation. Là, c'est vraiment une différence fondamentale. Du coup, regardez ici, le X105 qui est en haut, ouais, ça bouge dans tous les sens. Il n'y a aucune stabilisation lorsque je marche. Alors qu'on a cette impression, vous savez, qu'il flotte un peu sur le X106, qui est dû justement à la stabilisation. Sachant qu'à tout moment, on peut activer en plus un deuxième niveau de stabilisation avec la stabilisation numérique, qui est maintenant ici en haut. Ça, avoir cet atout dans la manche, bah, c'est clairement très intéressant en vidéo. Niveau surchauffe, 40 minutes en 4K 25 standard. Et d'ailleurs, sachez qu'en 40 minutes, on a une batterie qui est entièrement vide aussi. 20 minutes en 4K haute qualité et 15 minutes en 6K. Donc c'est très bien en termes de surchauffe et c'est nettement meilleur que ce qui est proposé sur le X105. On n'est pas sur un boîtier qui est fait pour tourner des longues séquences, mais pour des petits plans, franchement, ça va faire très très bien le boulot. Par contre, attention, hein, on a un rolling shutter qui est bien plus présent qu'avec le X105 puisqu'il a quasiment doublé. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut avoir en tête. Le poids, oui, c'est un boîtier qui a pris 50 grammes. Perso, à l'usage, sincèrement, j'ai ressenti aucune différence. Ça reste compact, léger, ça tire pas sur le cou lorsque vous l'avez en bandoulière, ça rentre dans une poche de manteau, ça reste en fait un format qu'on peut prendre facilement avec soi. Moi personnellement, le truc qui m'a le plus chagriné, c'est quand même l'autonomie. J'ai été étonné de la vitesse à laquelle tombait la batterie. Évidemment, dans des conditions de test, on utilise le boîtier assez intensivement. Mais quand même, j'ai vidé la batterie en 1h30 et 350 photos. Ouais. Pour moi, si on l'utilise beaucoup, on peut faire 4-5 batteries selon la taille de la journée et à quel point vous allez l'utiliser. Le problème de qualifier l'autonomie, c'est toujours que ça dépend de beaucoup de paramètres. Et selon les usages, ça va vous poser absolument aucun problème. Le boîtier, il faut bien savoir qu'il est quasiment tropicalisé, il y a pas mal de joints dedans. Il y a certes un point de faiblesse du côté de l'objectif qui nécessite une protection supplémentaire si vous allez dans des environnements qui nécessitent vraiment une énorme tropicalisation. Sinon, franchement, ça passe au quotidien, même avec une petite pluie. Sachez qu'on a un écran qui s'incline un peu plus que celui du X105, mais évidemment, il n'est pas retournable. Et donc, on ne peut pas du tout faire du vlog avec ce boîtier-là. Malheureusement, il n'y a pas de mode auto dans ce boîtier-là. Je trouve dommage que Fujifilm ne l'ait pas mis. Je peste toujours avec la connexion au smartphone que moi je trouve tellement lente, mais tellement lente. On met plus d'une minute à transférer un JPEG du boîtier au smartphone. Pour moi, c'est beaucoup trop long et des fois, ça marche pas. Moi, sur ce boîtier-là, je vous le disais, j'ai pas trouvé que le poids était gênant. Franchement, je trouve que Fujifilm aurait dû mettre la nouvelle batterie. Oui, on aurait eu quelque chose avec un grip peut-être un tout petit peu plus prononcé. Je suis sûr qu'ils le feront pour la prochaine génération. Donc, ils vont dire aujourd'hui que c'est pas possible, mais dans la prochaine génération, ça sera fait. N'empêche que voilà, ce couple de capteurs-processeurs n'avait jamais été utilisé avec ce type de batterie-là. Et moi, je trouvais qu'en termes d'autonomie, ça se ressentait quand même. Même si probablement que sur un usage normal, franchement, ça pose pas de problème. Par rapport au X105, perso, moi, c'est surtout l'apport de la stabilisation. Notamment le fait de faire des pauses longues à main levée qui m'a marqué et les nouvelles simulations de films qui sont vraiment un bonheur à utiliser. Oui, le reste marque une évolution sympa, mais ça vient aussi toujours avec un lot de moins bien, comme le buffer, comme la montée en ISO, comme le rolling shutter ou comme l'autonomie. Pour moi, finalement, quand on compare X105 et X106, ils ne sont pas si différents que ça reste le même genre de boîtier. Bref, j'ai eu du mal à préparer cette vidéo, parce qu'évidemment, il m'a paru difficile de ne pas vous faire tous ces tests techniques point par point, mais en même temps, et c'est pour ça que j'ai commencé en vous parlant photo et simulation de film, je pense que c'est un boîtier qui est tourné vers la photo du quotidien, sans se prendre la tête. Moi, perso, c'est le seul avec lequel je vais faire quasiment que du JPEG. On s'amuse à choisir le rendu finalement directement à la prise de vue. C'est fun à utiliser et je pense que les considérations techniques, c'est pas l'essentiel de ce boîtier. C'est une proposition ergonomique, c'est une expérience de shoot au quotidien plus calme, plus posée, et je comprends que ça séduise certains et ça repousse complètement d'autres. Parce que je pense vraiment, il n'est pas adapté à tout le monde, il n'est pas adapté à tous les sujets, il ne remplit pas toutes les cases ce boîtier-là. Il est fait probablement pour une spécialité qui est la photo de rue, la photo du quotidien. Il est suffisamment compact pour être apporté partout avec soi. C'est quand même un grand capteur à l'intérieur. C'est 4 fois plus grand que celui d'un smartphone. Et il faut bien le dire aussi, il a quasiment aucune concurrence sur ce type de proposition-là sur le marché.
parce que à part le Leica AQ qui connaît aussi un énorme emballement, il n'y a pas tant de boîtiers compacts avec l'objectif qui sort aussi peu sur le marché. Donc c'est vraiment une proposition intéressante. Je le vois comme un boîtier qui est capable de faire redécouvrir le joie d'un vrai appareil photo et de s'amuser. ipln.fr, code créateur Damien. Salut tout le monde.